Bon, dans plusieurs vidéos, j'ai sous-entendu le fait que j'étais pas français ni francophone de naissance, sans jamais vraiment en dire plus parce que ça aurait jamais été particulièrement pertinent. Mais aujourd'hui, bas les masques. Comme vous avez pu le lire dans le titre, je suis géorgien. Waouh, sacrée révélation. Mais pourquoi en parler maintenant? Parce qu'en plus des vieux jeux vidéo et des films un peu cons, j'aime beaucoup Le foot. et récemment, l'équipe nationale géorgienne a fait ses premiers pas sur le devant de la scène. Pourquoi? Comment? Certains savent probablement déjà dans les grandes lignes, mais revenons quand même dessus dans cette vidéo mi-vlog, mi-storytime, mi-histoire. Et pour tout ça, je suis allé à Tbilissi. არ ჩერდებოდა ქართული ხმალი და ქართულ მიწას გარსევლებოდა ბრძოლის წინ შვილებს გულში იკრავდნენ ლოცვა დედების თავსევლებოდა. Mais déjà, commençons par le commencement. La Géorgie, c'est là. Je sais très bien que certains d'entre vous ne le savaient pas. Et on va pas refaire tout l'historique non plus, même si sous l'URSS on a eu quelques grands noms et qu'on peut aussi noter un championnat du RSS gagné par le Dynamo de Tbilissi. D'ailleurs, aujourd'hui, devant le stade, il y a un monument avec le nom de tous les joueurs et membres du staff qui ont participé, ce qui en dit long sur la ferveur que peut avoir le public géorgien. Bref. Après l'indépendance, comme dans le reste du Caucase, la Géorgie est surtout une terre de sport de combat, mais aussi petit à petit un certain niveau se développe en basket, où la Géorgie est depuis les années 2010 fréquemment au championnat d'Europe, mais surtout en rugby, où la Géorgie joue régulièrement la Coupe du Monde, mais surtout, depuis la création du championnat d'Europe sous sa forme actuelle en 1999, la Géorgie le remportera 12 fois sur 17 et finira à chaque fois dans le top 3. Il me semble que c'est un peu plus complexe que ça, mais les connaisseurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Pour ce qui est du foot, malheureusement, ça marche moyen. Oui, avec le long voyage jusqu'à Tbilissi et le jeu très physique permis par les gabarits locaux, la Géorgie arrive bien à embêter tout le monde, mais sans plus. Et malgré des grands noms comme Shota Arveladze, Levan Kobiashvili, Georgi Kinkladze et bien sûr le grand Karakaladze, notre palmarès s'arrête à « on est dur à bouger à la maison et les grandes nations n'aiment pas tomber sur nous en qualif ». Et moi dans tout ça? Déjà, moi, je l'admets, je suis un gros footix des nations. J'aime bien les clubs, et j'ai mon club de cœur, que je vais pas citer parce que sinon je vais me faire vanner pendant 10 ans, mais je suis ça d'assez loin. Alors que pour les nations, là, je suis bien plus, je regarde presque tout, et ça me marque vraiment. Va savoir pourquoi, mais je me souviens de presque tous les groupes et matchs à élimination directe des différentes Coupes du Monde, Euro et Coupes d'Afrique, et ce depuis 2006. Donc bien évidemment que j'ai toujours été un grand fan de ma sélection nationale. J'ai des vagues flashs des éliminatoires à la Coupe du Monde 2006, mais mon premier vrai souvenir, c'est un match de qualification à l'Euro 2008 contre la France, en France, où on s'est pris qu'un seul but. Et on était content. On a fait galérer la France de Raymond Domenech et on était content. C'est dire notre niveau d'exigence. Et ça a duré comme ça, nourri uniquement de matchs de qualification, des fois presque qualifiés, des fois moins presque, mais quand même là, à être fier de voir mon drapeau sur une grosse chaîne quand on affrontait des grosses nations, mais c'est tout. Heureusement, en 2018, tout a changé. Je sais, pour vous les pourris gâtés qui jouent toutes les grandes compétitions, celle-là vaut rien. Mais moi je la défendrai corps et âme parce que cette compétition nous permet à nous, les petits, d'évoluer enfin dans un contexte avec des enjeux abordables. Et il n'y a qu'à voir combien d'autres petites nations se développent vite pour en constater des résultats. Mais aussi on peut parler du fait que certaines de nos petites pépites aient enfin une place sous les projecteurs grâce à tout ça. Et moi j'ai pas peur de le dire, sans la Ligue des Nations, Kvaratskhelia serait toujours au Dynamo Batumi. Oui, j'ai dit son nom en entier pour flex le fait que moi je sais comment le prononcer. Et donc, en 2018, la Géorgie se retrouve en Ligue D. Bah alors, on est nuls. Pas tant que ça, parce qu'on a littéralement roulé sur la poule grâce au jeune Tchakwetadze, mais aussi au super duo Okriashvili-Kazaishvili, et on a fini avec le meilleur score de toute la compétition. Oui, parce qu'en Ligue D, il y avait plus de matchs, mais quand même. Qui dit premier groupe de Ligue des Nations dit barrage pour l'Euro, mais avant ça, il fallait jouer les éliminatoires pour ce même Euro. Dans un groupe avec la Suisse, le Danemark, l'Irlande et Gibraltar, dans l'ensemble, ça a quand même été plutôt décevant. Avec même une presque remontada contre Gibraltar qui se serait passée si on n'avait pas eu cette pépite de Djaba Kankawa. On notera quand même le plutôt bon match contre la Suisse, en Suisse, où on les a bien fait galérer, et en plus, j'y étais. Et dû à un drôle de calendrier, #Covid, avant les barrages, on a eu droit à plusieurs matchs de Ligue des Nations. La Géorgie a retrouvé l'Estonie, la Macédoine, un futur co-barragiste, et surtout le voisin et rival arménien. Et c'est étrangement très équilibré.
presque que des matchs nuls, mais malgré beaucoup de maladresse défensive, la Géorgie garde le contrôle sur tous ses matchs, même contre la redoutable Macédoine qu'on affrontera par 2 fois, et où un petit jeune qui évolue alors au Rubin Kazan en Russie se distinguera, et oui, il s'agit déjà de lui. Au moment où les barrages arrivent, la Géorgie est première du groupe et pleine de confiance. Peut-être un peu trop pour le coup. Et allez savoir pourquoi, le sélectionneur, le Slovaque Vladimir Weiss, préférera faire confiance aux anciens et sélectionnera pas de jeunes qui dira « à disposition des espoirs ». On fera donc sans Kvaratskhelia ni Tchakwetadze, mais cependant, grâce au fait qu'elle ait eu le meilleur score de la Ligue D, la Géorgie aura le privilège de jouer ses matchs à domicile. Est-ce que ça a compté en période de Covid ? Peut-être. Et là, franchement, rien d'emballant. Un premier match contre la Biélorussie mou à mourir où on s'en sort grâce à un pénalty en début de match. Et pour la finale, on va retrouver la Macédoine. Et on est confiant, parce qu'on les connaît, qu'on a plutôt bien performé contre eux, donc on y croit. Mais il y a un truc auquel on n'a pas vraiment pensé, eux aussi ils nous connaissent. Et même si la Géorgie se défend bien, voire très bien, la Macédoine réussira à profiter d'une maladresse défensive et... Quelle déception, quelle frustration. On aurait pu le faire, mais c'était comme si on n'avait pas voulu le faire. Suite à cet échec, le sélectionneur Vladimir Weiss va poser sa démission. S'en suivra un intérim de Ramaz Svanadze où on terminera la Ligue des Nations de manière catastrophique avec une défaite contre l'Arménie à la maison, défaite qui nous relèguera à la 3e place du groupe. Et là, c'était la première fois que je me suis vraiment senti mal pour ma sélection. Pas que ce soit nos pires résultats, loin de là, mais qu'on soit allé si haut pour finalement tomber si fort. Dur. Mais là, dans la brume, énorme surprise. L'arrivée d'un nouveau coach, Willy Sagnol. Je vais pas vous mentir, je me souviens vite fait de lui à la Coupe du Monde 2006 et ma première réaction, ça a été de me dire « Mais comment il s'est retrouvé là ?» Et honnêtement, j'étais pas très emballé. En grand suiveur du foot africain, je suis pas fan de tous ces coachs français qui viennent prendre la tête d'une petite équipe un peu en mode pré-retraite et j'avais peur de voir un scénario similaire ici. Mais je pouvais pas être plus éloigné de la réalité. Le premier changement instauré par Sagnol sera de remettre en valeur la jeunesse. On dit au revoir au légendaire capitaine Djaba Kankawa qui prend sa retraite et le tout aussi légendaire Giorgi Loria sera rétrogradé à la place de numéro 2, d'abord remplacé par Lazare Kuplatadze. Mais c'est surtout le retour des Kvaratskhelia, Davitashvili et autres, ainsi que la révélation d'un petit jeune qui surperforme en Ligue 2, George Mikautadze. Ce même Mikautadze qui marquera dès sa première cape un match amical contre la Roumanie, suivi d'une défaite contre les Pays-Bas, mais bon, au vu de ce qu'on a donné sur le terrain, pas de quoi rougir, au contraire. C'est alors que, confiant en notre coach, en notre projet et en nos jeunes, on entame les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Dans un groupe avec l'Espagne, la Suède, la Grèce et le Kosovo, autres anciens barragistes, inutile de dire que l'objectif n'est pas de se qualifier, mais bien de faire nos armes. Et pour ça, mission accomplie. Avec désormais Giorgi Mamardashvili en numéro 1 dans les cages, à part une défaite cuisante en Espagne, la Géorgie fera des excellents éliminatoires. Un match incroyable contre l'Espagne à Tbilissi avec ce but légendaire. Match où l'Espagne sera tenue en échec jusqu'aux dernières minutes. Une autre défaite en Suède, mais là aussi arrachée dans les derniers moments. 2 nuls contre une Grèce bien meilleure sur papier et surtout une victoire de prestige à la maison contre cette même Suède grâce à un doublé de notre Golden Boy. Là, on y croit franchement. Le projet Sagnol semble très sensé, si bien que la sélection changera son équipementier. Fini Adidas, bonjour Macron, explosion, qui équipe déjà les équipes de basket et de rugby, pour un rebranding complet. Nouveau logo, création d'un slogan, création d'un hymne. Et surtout, nouveau maillot et là, masterclass. Franchement, masterclass. Quand on voit aussi ce qu'ils ont fait avec l'Arménie et l'Albanie, Macron font vraiment un excellent taf sur les sélections.
Nouveau maillot à inaugurer en Ligue des Nations dans un groupe encore très équilibré avec Gibraltar, la Bulgarie et la Macédoine. Encore. Et là, comme en 2018, la Géorgie va de nouveau rouler sur tout le monde avec la révélation d'une autre pépite en attaque, le moins jeune Boudou Zivzivadze. Ça sera 6 matchs, 5 victoires, dont une victoire 5-2 contre la Bulgarie en Bulgarie et un petit match nul contre cette même Bulgarie qui va garer le bus après s'en être pris 5. Et donc vous connaissez la chanson. Barrage pour l'Euro, mais d'abord éliminatoire. Mais d'abord, Euro Espoir en Géorgie, où plusieurs joueurs de l'équipe A vont demander à participer, notamment Davitashvili et Mamardashvili. La Géorgie atteindra les quarts de finale, marquant les esprits, pendant que notre Golden Boy va remporter un scudetto historique avec Naples. La Géorgie est alors pleine de certitudes pour entamer les éliminatoires, notamment celle que, si qualification il y a, ça passera par les barrages. Dans un groupe qui était probablement un des plus compliqués avec l'Espagne, l'Écosse, la Norvège et Chypre, ça commencera assez mal. Malgré le très attendu retour de Chakwetadze, Kvaratskhelia est dans une très mauvaise passe, il a du mal à confirmer en club et il souffre de toute la pression sur les épaules, pendant que Mikao Tadze, lui, souffre d'un mauvais transfert à l'Ajax. Et ça va très mal commencer, 1-1 contre la Norvège à la maison, puis une défaite 2-0 contre l'Écosse et surtout une défaite 7-1 contre l'Espagne, pire défaite de l'histoire de la sélection et en plus à la Dynamo Arena, pourtant réputée comme étant une forteresse où il est dur de gagner. Après ça, il n'y a pas 50 solutions, il faut une nouvelle référence. Et ça tombe bien, un match amical contre la Thaïlande est prévu. Ah, ces pauvres Thaïs qui seront victimes collatérales de notre besoin de reprendre confiance, parce que là, victoire 8-0. Oui, quelques mois après avoir enregistré sa pire défaite, la Géorgie réussit à inscrire sa plus grande victoire. Suivie d'une victoire 4-0 contre Chypre, victoire durant laquelle Kuala va enfin réussir à marquer dans ses éliminatoires. Quel soulagement! Quel soulagement pour nous, mais surtout quel soulagement pour lui. La Géorgie va beaucoup mieux alors que les 2 derniers matchs seront contre les 2 premiers du groupe. D'abord l'Écosse qui réussira à arracher un nul dans les derniers instants, comme un air de déjà-vu, et l'Espagne où malgré la défaite, le duo Kvaratskhelia-Chakwetadze va briller de 1000 feux. Nous voilà alors en 2024, l'année de vérité. Et l'équipe aura de bons exemples. D'abord, il y a le combattant de MMA Ilia Topuria qui devient champion du monde, mais aussi l'équipe de rugby qui gagnera son 12e titre continental. Le pays se vêtit alors complètement aux couleurs de la sélection et le peuple se met à rêver. Et si c'était notre année ? Encore une fois, grâce à nos résultats, on aura le privilège d'accueillir les barrages sur notre sol, avec un premier match contre le Luxembourg. Une équipe qu'on ne devrait pas craindre sur papier, mais qui s'est avérée très surprenante en éliminatoire, donc non, on n'est pas serein. D'autant plus qu'il faudra faire sans Kuala, suspendu parce qu'il a eu trop de cartons jaunes lors des éliminatoires. Malheureusement, habitant à l'étranger, j'ai pas pu me procurer de billets pour aller au stade, mais c'est pas grave, une fanzone est installée en centre-ville, je m'y rends alors les jambes tremblantes, prêt à assister à une sacrée soirée.
Mais moi, I don't want peace. I want problems, always. donc après le match, je suis allé au stade pour voir un peu le bordel, mais la police en avait décidé autrement. Maintenant, soyons honnêtes, oui, l'arbitrage a été très mauvais. Pas que les décisions aient été contre les règles, mais elles ont effectivement été très frustrantes dans leur exécution. Et même si les deux équipes en ont souffert, il faut admettre que la décision la plus dure a été à l'encontre du Luxembourg, donc oui, je comprends votre frustration. Maintenant, au vu du sens du match, il n'y a aucunement moyen de parler de vol, et certains sont allés quand même très loin sur les réseaux. Après bon, c'est les réseaux, et la mauvaise foi s'est vite transformée en soutien, donc gros cœur sur vous les Luxembourgeois. Ce que vous avez accompli en tant que petit pays avec seulement 600 000 habitants est vraiment impressionnant, donc je vous souhaite aussi votre passage au premier plan un jour. Mais revenons-en au match où ça va être un autre gros morceau, la Grèce, qui a elle aussi brillé en éliminatoire, mais surtout qui vient d'écraser le Kazakhstan 5-0. Et pour éviter les problèmes d'achat en masse de tickets revendus au marché noir, la fédération va ouvrir une billetterie en ligne qui va cracher parce que 310 000 personnes vont se connecter en même temps. 310 000. Tbilissi, c'est 1 million d'habitants. Les tickets vont donc partir un peu aléatoirement, et moi j'en ai pas eu. Ça m'empêchera pas d'aller à la marche des ultras avant le match. Puis, retour à la fan zone, les jambes encore plus tremblantes qu'au match précédent. Et le début sera très difficile, mais dans la seconde moitié de première période, la Géorgie montrera de très belles choses. On comprend alors plusieurs choses. Ça va être serré, ça va être long, mais c'est possible. La seconde période ira alors dans tous les sens, me donnant je sais pas combien de crises cardiaques. Les deux équipes poussent et on attend qu'une équipe craque en priant que ce soit pas la nôtre. Mais malgré un florilège d'occasions, 0-0 à la fin du temps réglementaire, prolongation. Des prolongations avec le même rythme que la seconde mi-temps, les joueurs en peuvent plus, les supporters en peuvent plus, que d'ascenseur émotionnel. Puis, énorme coup dur, Kwara sort sur blessure, mais immédiatement après, Tseiteishvili nous offre ce bijou d'exploit individuel. Puis, déjà oui, là j'ai fait une crise cardiaque, mais à ce moment-là j'ai senti un truc. Désolé les Grecs, mais j'ai vraiment senti que c'était l'occasion à pas rater pour eux. Vous savez, cette occasion qui fait tourner la chance. Malheureusement, toujours pas de break, ça ira alors au penalty. Et là encore, j'ai extrêmement peur. Déjà parce qu'en 32 ans d'existence, l'équipe nationale géorgienne n'a jamais joué de séance de tir au but, mais surtout, même si Mamardashvili est théoriquement au-dessus d'Odysseas, nos attaquants sont si jeunes, si peu habitués à un tel enjeu, et surtout sans Kwara pour leur servir de modèle. Mais pourtant, ça commencera super bien. L'espoir monte, puis redescend, puis... Là, j'ai des frissons et les larmes aux yeux rien qu'en repensant à cette phrase du commentateur. On est à un penalty de l'Euro. La Géorgie est à un penalty de l'Euro. Et là, c'est Nika Kwekweskieri, joueur natif d'Abkhazie, quel symbole, qui s'avance. Et il le sait forcément. Devant lui, plus qu'un ballon. Devant lui, l'histoire de tout un pays.
de tout un peuple, son peuple, notre peuple. Et moi, dans tout ça, moi je me suis effondré, j'ai fondu en larmes. Moi qui pensais jamais vivre ça. Beaucoup doivent me trouver ridicule. Pour vous, c'est rien, c'est qu'une qualification. Mais vous vous rendez même pas compte de ce que ça représente pour nous. Pour moi qui enfant répétais à mes potes « imaginez, on se qualifie !» sans jamais y croire. Moi qui me suis senti si fier de voir notre drapeau à la télévision pendant l'Euro 2012 en Ukraine. Et moi qui, après avoir dû quitter mon pays, regardais si jalousement mes amis qui pouvaient afficher leur drapeau à la fenêtre et se pavaner avec le maillot de leur sélection en période de compétition. Non, vous imaginez pas ce que ça représente. Et encore moins pour ceux qui auront vécu tout ça avec des yeux d'enfant et qui vont pouvoir eux aussi grandir avec ce genre d'émotions. Et rien que pour ça, messieurs, Didi Madloba.